C'est bon, je commence à enregistrer. Au programme de ce soir, on va analyser le visage de la belle Mila, voir 4-5 clips TikTok et lire un article sur le phénomène que certains appellent le dating fatigue. La dating fatigue. Alors bonjour déjà. Bonjour Cryodo. Bonsoir Cryodo, bonsoir Scort. Bienvenue à Denis Shonfon Lapère qui dit « Je ne pense pas avoir un QI suffisamment élevé pour me trouver ici ». Le sujet de ce soir est très léger, hein, donc que tu aies réellement un QI bas ou élevé, tu es le bienvenu. Allez, on va commencer. Comme j'ai dit, on commence par Mila d'abord, on va analyser son visage. On va commencer par une vidéo d'elle, très récente. Bon alors, elle a plus de 18 ans, hein, donc il n'y aura pas de problème. Est-ce que je vous présente Mila ou pas? Vous la connaissez certainement. C'est une meuf qui, lorsqu'elle avait 16 ans, je crois, se faisait harceler par des musulmans sur les réseaux sociaux. Ensuite, je crois qu'elle a insulté l'islam, elle a dit que cette religion c'est de la merde. Ensuite, elle a reçu une vague d'harcèlement, de cyberharcèlement. Elle a dû être exfiltrée de son école, je crois. Maintenant, elle est sous protection policière depuis plusieurs années. Et aujourd'hui, elle est majeure. Donc... Même si, dès sa première apparition à la télé à 16 ans, je me suis dit elle avait déjà un potentiel, quoi. On va analyser son visage. Déjà, moi je sais pas si ça vous saute pas aux yeux, mais elle a un super bonnet. On va commencer par ça. Attendez voir. Je sais pas si on la verra de face à un moment donné, je vais essayer d'avancer dans la vidéo. Bon, elle est apparue que 2 fois, quand elle avait 16 piges et aujourd'hui. Bon, on va essayer de trouver des points de vue d'elle de face. Commencez déjà par lire vos commentaires, ensuite on commence à l'analyse, ok? Cryodo qui dit que j'explique mieux qu'un prof de fac. Ah, merci pour ce compliment. Bon, ensuite, le sujet que j'aborde est peut-être plus parlant, plus pratique que ce qu'on vous enseigne à la fac aussi. Hein. Denis Sean Lapère, ce physique suprêmement elfique qu'elle a. C'est quoi l'adjectif elfique? Je connais juste les elfes, mais elfique, je ne sais pas ce que vous voulez dire par là. Ah, phénotype d'elfe à faire. Ok. Bon alors, on va faire comme pour la vidéo de Henri Cavill. On va commencer par les critères qui sont mixtes. Les critères qui font qu'une personne est considérée comme belle. Les critères qui sont valables pour les deux sexes, ok? Des trucs très simples comme des proportions. Elle a un tiers moyen de visage qui est compact. Tant qu'il n'a pas l'air long, quoi. Comme je l'ai dit dans la vidéo de Henri Cavill. Ne vous cassez pas la tête avec des ratios. On voit qu'elle n'a pas un visage long. Elle n'a pas un tiers moyen de visage long. Ça, c'est très bien. C'est valable pour les deux sexes. Elle a un filtrum qui est très très court, comme vous pouvez le voir. Le filtrum, c'est ce qui est entre la columelle du nez et le bord supérieur de la lèvre supérieure. Entre le nez et les lèvres. C'est très court. Un tiers moyen très très compact. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? Il y a quoi d'autre comme critère qui est bénéfique pour les deux sexes? Un tiers moyen qui a l'air projeté en avant. Tout ce qui est en dessous des yeux, les tissus en dessous des yeux, c'est-à-dire les paupières, la peau, la graisse, les os. Faut que le relief est bobé en avant. C'est clair sous les yeux, quoi. Elle a un regard éclatant, tout simplement. Oui, bien sûr, Titi Fakir a dit « Pas besoin de prendre une équerre à un compas, mais derrière la beauté, ça se détecte au bout de 10 secondes. » Mais évidemment, c'est le concept de ma chaîne quand j'essaie de verbaliser pourquoi X ou Y est beau ou pas beau. Mais oui, par exemple, il y a des critères où certains se cassent vraiment la tête. Il y en a qui me posent dans les commentaires « Bon, c'est quoi le ratio du tiers moyen pour être considéré comme beau ?» Moi, je dis juste vous cassez pas la tête, demandez-vous juste si c'est long ou pas. Voilà, on continue, attendez. Donc, en dessous des yeux, c'est très clair. Ça suggère qu'il y a une bonne répartition de la graisse sous les yeux, au niveau des tissus sous les yeux. Un maxillaire qui est bien projeté en avant. On voit aussi qu'elle a une jawline qui est définie, bien définie. Donc on résume. Visage compact, regard éclatant, c'est clair en dessous des yeux. C'est en pente vers le bas et l'avant. C'est pas creux. Et elle a une jawline bien définie. Pas de graisse sous le menton. Pas de graisse sous le menton, osioïde, haut. Pas de graisse au niveau du cou. Jawline bien définie. Ça, c'est valable pour les deux sexes. Elle a déjà ça, qui la rend belle. Et on remarque aussi qu'elle a beaucoup de caractéristiques, de traits qui sont assez masculins. Mais il y en a aussi d'autres qui sont féminins. Elle cumule les deux. Ça peut en rebuter certains, comme ça peut en polariser d'autres. On va les détailler une seconde. On va faire de haut en bas, ok? On va faire de haut en bas. Bon, elle a un front un peu large. Je crois que c'est le seul défaut que je lui trouve. Mais franchement, ça passe inaperçu. C'est pas très remarquable non plus. On descend un petit peu. Arcade sourcilière normale. J'essaie de trouver des moments de la vidéo où on voit bien. Bon, les arcades sourcilières sont bien, quoi. Ni trop féminin, ni trop masculin. Il y a des arcades sourcilières de meufs ariennes, de femmes occidentales, quoi. Les arcades sourcilières de femmes occidentales, si on devait les comparer avec les femmes asiatiques et les femmes noires, ce sont les plus, entre guillemets, masculines, les plus sévères. Tout comme les hommes blancs ont les arcades sourcilières les plus marquées
comparativement aux hommes noirs et aux hommes asiatiques. C'est aussi le cas pour les femmes blanches, comparativement aux femmes asiatiques et aux femmes noires. Mais ça reste dans un intervalle qui ne la rend pas forcément hyper masculine. Vous voyez, je trouve pas qu'elle a un regard hyper masculin, quoi. Les sourcils sont bien dessinés. Là, on voit bien. Il n'y a pas d'arcade sourcilière hyper marquée. C'est bien, c'est bien. Ok. Ensuite, on descend. Au niveau de la forme des yeux, il n'y a pas de paupières tombantes. Les yeux ne sont pas tombants, c'est-à-dire le canthus externe est supérieur au canthus interne. Donc, elle a des pommettes qui sont hautes, projetées vers le haut, sur les côtés et l'avant. Le canthal tilt est bon. Et en dessous des yeux, comme j'ai dit avant, c'est très clair, c'est très bien, quoi. Ok, donc les yeux, c'est bon. Le maxillaire, c'est bon. Maintenant, on va passer au nez, comme j'ai dit, comme je l'ai fait remarquer dès le début de la vidéo. Il est bien droit, le dos du nez est bien droit, voire légèrement concave vers le haut et l'avant. C'est un truc assez féminin, mais elle n'a pas un nez non plus hyper féminin non plus. Mais elle a un très beau nez, globalement. Un nez qui pourrait aller aux deux sexes, je dirais. Qui est droit, quoi. Qui pourrait aller aux deux sexes. Et d'un point de vue largeur, de face, attendez. Elle n'a pas un nez large au niveau de l'arête, ni au niveau des ailes du nez. Il est bien son nez, quoi. Je vais vous montrer des nez très très féminins. Attendez une seconde. Moi, je trouve qu'elle a un nez qui irait aux deux sexes, quoi. Elle a un nez qui irait bien aux deux sexes. Un exemple de nez très très féminin, c'est celui de Summer Glau. Je ne sais pas si vous connaissez. C'est une actrice qui ne joue plus maintenant. Dommage, dommage. Voilà, ça c'est un exemple de nez très très féminin. Bon, là c'est une vue de face, mais il est retroussé un petit peu au niveau de la pointe, un peu dirigé vers le haut. Sur une vue de profil, on le verrait. Et qui est très très fin, quoi. Mila n'a pas un nez comme ça, mais son nez reste très très beau, quoi. Le nez de Mila. Elle a pas mal d'éléments assez masculins. On les verra tout à l'heure. On en verra d'autres tout à l'heure. Donc le nez est bien, quoi. De profil, le dos est droit. Le dos du nez est droit. De face, il n'est ni large au niveau de l'arête, ni au niveau des ailes du nez. Il est bien, quoi. La pointe ne se dirige pas vers le bas, comme chez certains hommes, ni vers le haut, comme chez Summer Glau. Il est standard. Elle a un nez standard, quoi. Un peu comme Henry Cavill, un petit peu. On y viendra tout à l'heure, Aldarov, pourquoi elle a un visage masculin. Je le dirai tout à l'heure. On va descendre encore un petit peu. Elle a un filtre très très court. Mila a un filtre très très court. C'est beau pour les deux sexes, comme j'ai dit tout à l'heure. Des exemples des visages avec un filtre long, ça allonge le visage globalement. Ça allonge tout le visage, le fait d'avoir un filtre long. Et ça allonge aussi le tiers moyen suivant les repères que vous prenez. Pour information, les bébés dont la mère boit beaucoup d'alcool souffrent du syndrome fœtal alcoolique, je crois. Les bébés qui ont été imprégnés de beaucoup d'alcool pendant la grossesse ont souvent un visage très long, un filtrum très long. Juste une petite parenthèse comme ça. Le fait qu'elle ait un filtrum court est aussi une conséquence du fait qu'elle a des lèvres très pulpeuses, plus pulpeuses que la moyenne en tout cas. Surtout au niveau de sa lèvre supérieure, qui, chez les femmes blanches, souvent sont un peu plus fines que la lèvre inférieure. C'est le cas chez elle aussi, mais on pourrait dire que ces deux lèvres sont pulpeuses. Un peu plus la lèvre inférieure, évidemment, ce qu'on retrouve chez les femmes blanches. Mais globalement, les deux lèvres sont pulpeuses. Plus pulpeuses que la moyenne. Ça, c'est un caractère féminin. Aldarov a demandé, le filtrum peut-il se corriger? Oui, c'est une chirurgie très légère, ça. Pour raccourcir le filtrum, oui, ça existe, ça existe. C'est des chirurgies légères. Donc voilà, on en était aux lèvres, voilà, qui sont pulpeuses. Ça, on l'a dit. Ok. Et si on descend un petit peu, elle a un menton de hauteur normale, standard. Elle a une fossette au niveau du menton, ça c'est un truc qu'on voit chez des visages très très virils. Mais bon. Au niveau des dimensions du menton, c'est assez androgyne, je dirais. Elle a un menton de dimension androgyne. Sukuna, bienvenue à toi. Bonsoir à tous. Je fais environ un live une fois toutes les semaines à peu près. Environ. À partir de 22h30 à peu près. Juste pour donner l'information. Donc Mila, elle a un menton, je dirais, assez androgyne, quoi. Qui tend vers le masculin quand même. Un mec qui a un menton comme elle, il ne paraît pas efféminé, vous voyez. Si vous voyez ce que je veux dire. Je dirais qu'elle a un menton androgyne, voilà. Je dirais pas qu'il est trop large, dans le sens qu'il la rendrait laide. Elle a un menton androgyne, voilà, entre les deux, qui irait aux deux sexes. Bon là, vous voyez que sa jawline est très très définie, menton très projeté en avant. C'est un poil masculin, ouais, c'est un poil masculin. La journaliste, elle a moins de lèvres en fait. Elle a moins de lèvres. Donc, le menton androgyne, je dirais. Et elle a une jawline, sur les photos, qui est hyper mise en valeur, mais en vidéo, elle a une jawline qui est bien, Il y a de nombreuses meufs qui ont moins de jawline que Mila, et qui sont considérées comme belles. Je dirais même qu'un mec qui a la même jawline que Mila ne paraîtrait pas efféminé, vous voyez. Et ça, c'est surtout une question de définition, quoi. Une question de définition.
Elle a un body fat très très bas. Elle a un body fat très très bas. Elle fait beaucoup de muscu aussi. Hein. Et elle cherche à avoir un body fat bas apparemment. Vous le voyez sur son profil Instagram. On pourrait dire que c'est une influenceuse fitness maintenant. Je vous passe un petit peu en revue la vitrine de son Instagram. Elle a un beau nez mixte, une bonne mâchoire mixte aussi, des lèvres très féminines, des yeux, de très beaux yeux. Sukuna a dit, sa mocheté entre guillemets est due à sa coupe de cheveux, je pense. Je pense qu'elle polarisera beaucoup de gens à cause de son style, quoi. De ses piercings, tatouages et coupes de cheveux, ouais. De son style, globalement, des trucs qu'elle pourrait changer facilement, quoi. Je pense qu'elle polarisera beaucoup à cause de ça. Si vous n'êtes pas tatouage, piercing, ça peut vous rebuter, je pense. Oui, effectivement, Minigun VR, elle pourrait très facilement être un drag king. Un drag king. L'opposé de drag queen. Parce qu'elle a quand même pas mal de traits androgynes, je dirais. C'est-à-dire la mâchoire, le menton, le nez. Et sinon, le reste, c'est féminin chez elle, quoi. Les lèvres, les yeux sont féminins et très très beaux. Tu n'aurais pas bricolé, Titi Faki, on dit bien drag king. Hein. On dit bien drag king. Ce mot-là existe. Mais évidemment, c'est plus rare les meufs qui se déguisent en mecs que les mecs qui se déguisent en meufs. Drag king. Donc globalement, elle a beaucoup de traits qui sont beaux, qui rendraient une personne belle et qui sont valables pour les deux sexes, comme on l'a vu dans le début de la description. Et pour ce qui est des traits spécifiquement masculins ou féminins, elle cumule un petit peu les deux. Et ensuite, niveau du style, elle pourra polariser évidemment sur les trucs modifiables comme les piercings, les tatouages, le maquillage, la coupe de cheveux, voilà. Je pense qu'elle peut polariser là-dessus. Pour ma part, au niveau du style, ce n'est pas aussi ma tasse de thé. Potentiellement, pour moi, elle a un visage de solide 8 sur 10, quoi. Potentiellement. Et ensuite, ce n'est que mon barème à moi. On a tous notre barème qui nous est propre. Un barème avec le sommet de la courbe de Gauss plus ou moins à gauche ou à droite, plus ou moins haute ou basse, quoi. On a tous notre répartition, notre distribution des notes sur 10 qui nous est propre. Donc mon 8 à moi, peut-être ça peut être un 7 à vous ou un 9 à vous, on ne sait pas. Il y en a qui notent 1 point égale 1 décile par rapport à la population générale. Il y en a d'autres qui notent sur 10 avec un écart type ou une médiane différente. Cryo2 a dit « Elle est objectivement belle, mais subjectivement, c'est pas mon style. » Je dirais aussi ça. Et par style, moi j'entends l'apprêtement, tout ça. Tout ce qui est facilement modifiable, quoi. Pour moi, c'est une jolie meuf. Hein. Aldra Fati, elle a donc quelques traits masculins et comme par hasard, elle est lesbienne. C'est possible. Il y a des intelligences artificielles qui, à partir d'un visage, peuvent deviner ton orientation sexuelle. Donc je suppose qu'il y a des gènes communs dans tout ce qui est genèse du visage, mais aussi genèse du cerveau qui détermine si tu es plus attiré par des hommes ou des femmes. Il y a des corrélations qui sont possibles entre certains traits de visage et l'orientation. L'intelligence artificielle le suggère puisqu'il arrive à le deviner. Titi Faki a dit « Je pense qu'elle peut intimider les mecs un peu petits et pas très musclés. Il lui donnerait peut-être un 6. » Certainement. Donc, je résume encore une fois. Au niveau des traits qui sont mixtes, qui sont bénéfiques pour les deux sexes, elle les a tous. C'est pour ça que c'est une jolie fille. Au niveau de ce qui est spécifique aux hommes ou spécifique aux femmes, elle a un peu des deux. Une mâchoire androgyne, voire masculine, un nez androgyne, qui serait beau pour autant les hommes que les femmes, un très beau nez d'ailleurs, et des yeux, de superbes yeux, quoi, qu'on a détaillé au début de vidéo. Et aussi, si on parle de phototype, évidemment, être blonde, ou brune, ou rousse ne fait pas l'unanimité. Mais si on parle du phototype qui met le plus de monde d'accord, c'est le phototype clair, blonde, avec les yeux clairs. Je pense qu'elle ferait fureur sur les continents africains, les continents asiatiques et chez les latinos. Ensuite, la note que j'ai donnée, c'est une note qui m'est propre, vous voyez. Vous donnez la note que vous voulez, quoi. Pour moi, c'est une solide, potentiellement une solide 8, quoi. Potentiellement une solide 8. Vous pouvez dire que c'est une 6 si vous voulez, hein. Ça ne tient qu'à vous, quoi. Sukuna demande, est-ce que tu la trouves plus ou moins belle que Thaïs? Moi, je trouve que Mila est plus belle que Thaïs, mais je trouve que Thaïs a plus de traits féminins que Mila, globalement. Au niveau du style, je préfère Thaïs. Mais au niveau de la génétique, je préfère Mila. Voilà. Je pense que Mila a une marge de progression plus importante que Thaïs, puisque ce que j'aime pas chez Mila est plus de l'ordre du style qu'autre chose. Je préfère le style de Thaïs, mais je préfère la génétique de Mila, oui, je dirais. Ce n'est que mon avis, hein, ce n'est que mon avis. Titi Faki a dit, je dirais solide 7. Je suis d'accord avec Titi Faki. Je dirais même un peu plus, mais je pense qu'on a des barèmes différents, quoi. On a des écarts types et des médianes différentes. On a des sommets de la courbe de Gauss situés à des endroits différents. C'est tout ce que je voulais dire sur l'analyse du visage de Mila. Est-ce que vous avez quelque chose à ajouter? Sinon, on passe à des vidéos TikTok. On a passé une demi-heure quand même sur Mila.
Bon ok, on va passer aux vidéos TikTok. Aldorf a dit, est-ce que Milan sur OnlyFans aurait du succès? Moi je dirais assurément, assurément, elle aurait du succès. Titi Fakir a dit, je suis d'accord avec toi pour Thaïs, je la trouve plus attirante que Mila, mais Mila globalement a de meilleurs traits. Moi je pense que Thaïs a plus optimisé par son style que Mila qui a une bonne génétique, un style qui, je pense, mettrait pas tout le monde d'accord. Moi de monde d'accord. Allez, on passe aux vidéos TikTok. On en fait 5, ensuite on a un article sur le dating fatigue. V, t'es une fille à la salle de sport. Je m'installais tranquillement quand tout à coup, ce monsieur faisait que de me parler. Au début, il me donnait des conseils donc j'étais très attentive. Je suis débutante donc tout conseil est bon à prendre. Je pensais qu'il allait s'arrêter là, mais quand j'ai fini mon entraînement, je suis allé au vestiaire chercher mes affaires. Dites-vous, il a interrompu sa course pour venir devant le vestiaire demander mon numéro. Ah, pour résumer, c'est une meuf débutante qui fait du tapis de course dans une salle de sport et un mec qui essaie de la séduire. Voilà. Personnellement, je trouve qu'il a un très bon game. Enfin, il a un game normal quoi. Il a un game normal quoi. Qu'est-ce que vous voulez qu'il dise de plus, de mieux, je dirais. Moi, je pense que le plus important entre un mauvais game et un bon game, c'est juste le fait d'oser quoi. À partir du moment où tu oses et que tu parles normalement, t'as un bon game. Voilà. Le reste, c'est d'autres paramètres comme ton physique ou pas qui est attirant, ou ton intelligence apparente. Attendez voir, j'y vais aux commentaires. El famoso conseil, comme il la pompe fort. Oui, il fait des compliments. Ouais. Ça me rappelle ma copine qui a rejoint ma salle de sport il y a quelques années. Elle a essayé une seule séance sans moi. Elle m'a dit plus jamais tu me laisses y retourner seule. Parce que se faisait aborder, je pense. Oui, c'est le ratio certainement qui surcote les filles qui vont à la salle, je pense. Bizarre, la caméra soit là au beau moment. C'est générationnel, hein. Le fait de filmer toutes ces séances de sport, de se filmer tout court. C'est peut-être générationnel ou c'est peut-être quelque chose de monté. On ne saura jamais, on ne saura jamais. On ne le saura jamais. Bon, moi je trouve que le mec, d'un point de vue game, d'un point de vue interaction, il parlait comme un mec normal, quoi. Je pense pas qu'il aurait pu dire quoi que ce soit qui l'aurait rendu plus séduisant. Je pense qu'il a fait de son mieux, voilà. C'est tout ce que j'ai à dire sur ce gars. Il avait un game propre et bien. Et ensuite, s'il a pas plu à la meuf, c'est peut-être pour d'autres critères. Qu'est-ce que vous en pensez? Un game propre et sans bavure. Oui, moi je pense qu'il aurait pas pu faire mieux. Ce qui aurait pu changer le dénouement, c'est des critères autres que son game. Je pense qu'elle n'était pas intéressée tout simplement. Oui. Je pense que l'objectif de la vidéo, c'est regarder les mecs relous qui m'abordent et tout, qui me draguent à la salle. On ne peut plus faire notre séance de sport tranquille, nous les femmes. Par exemple, si ça aurait été un mec plus beau, ou au goût de la meuf, qui aurait eu exactement le même game, elle aurait dit « Waouh, je me suis fait draguer par un beau gosse, ça ne sert. » C'est tout ce que j'ai à dire sur cette vidéo, et vous? Aldorf a dit « Pourtant, le mec a une note supérieure, j'ai l'impression. Tant qu'on ne verra pas sa gueule, je pense pas qu'on puisse lui donner une quelconque note. » Voilà. Allez, on passe à la vidéo suivante. Bon, la vidéo suivante, elle dure moins de 10 secondes. Hein. Soyez prêts, soyez prêts. Comment vous trouvez ma tenue anti-homme les filles? J'ai envie de pleurer, je viens de croiser un beau gosse dans mon immeuble et il m'a vu comme ça. C'est un drame en 2 actes, je crois. C'est comme ça que je l'avais vu sur Twitter. Drame en 2 actes. Bon, c'est une meuf qui, je pense, a l'habitude de se faire draguer par des mecs qu'elle désire pas. Donc, elle sort avec une tenue qu'elle nomme tenue anti-homme pour ne pas se faire harceler par des mecs. Et, manque de chance, elle tombe sur un beau mec qu'elle aurait préféré qu'il la croise sous son meilleur jour. Sous un meilleur jour. Tenue anti-homme égale tenue anti-moche. Effectivement, Soukana, Titi Fakir a dit « Mon œil d'expert a détecté une résidence étudiant Crous dans la vidéo. » Ah, peut-être, peut-être. On remet la vidéo. Comment vous trouvez ma tenue anti-homme les filles? J'ai envie de pleurer, je viens de croiser un beau gosse dans mon immeuble et il m'a vu comme ça. Je sais pas comment tu détectes ça, on voit juste un ascenseur, hein, un mur blanc, quoi. Je ne sais pas comment tu détectes ça. Mais on voit un ascenseur et c'est tout, quoi. On va passer à la vidéo suivante si vous avez rien d'autre à dire. Les meufs, lorsqu'elles s'apprêtent bien, c'est en général pour les mecs qu'elles désirent potentiellement.
elles en ont marre de se faire accoster, aborder par des mecs qu'elles ne désirent pas. Et parfois, elles en ont tellement marre qu'elles s'en les disent volontairement. Allez, vidéo suivante, vidéo suivante. Je ne sais pas si ça se voit à l'écran, mais elle a mis un effet. Il y a des cœurs qui apparaissent au niveau des yeux. Elle a mis en sous-titre « Quand je vois un gros connard de plus de 1m85 ». Apparemment, la taille peut être un critère qui rend amoureuse. C'est un critère important pour les femmes. 1m85. Et la taille du mec, supposément, arrive à compenser le défaut qu'il soit un connard. Connard, c'est souvent... Lorsque c'est employé par d'autres mecs, c'est pour désigner des mecs qui sont assez indifférents envers les meufs qui les désirent. Voilà. Les connards sont souvent très beaux, comme par hasard. Aldarov, je suis d'accord. Voilà, c'est une vidéo assez simple. On boucle un petit peu, Toujours les mêmes choses, toujours les mêmes thèmes dans mes vidéos. C'est valable pour tous les sujets, c'est aussi valable pour la muscu, des chaînes muscu, qui bouclent sur leur 10e vidéo sur comment avoir de gros biceps. C'est la boucle. Allez, vidéo suivante. Je ne serai pas enfin temps de vous faire l'update du date que j'ai eu cette semaine. C'est parti. C'est le moment, donc du coup je vais vous dire tout ce qui s'est passé, comment ça s'est déroulé et comment je me suis sentie évidemment lors de cette soirée. La première chose qu'on a été faire, c'est boire un verre à Nice. Et j'ai été agréablement surprise de ce jeune homme. Vraiment, déjà, on avait un petit feeling par message, mais en vrai, c'était tout simplement incroyable. Il est très intelligent, il m'apprend énormément de choses. Enfin, il m'a appris énormément de choses déjà en une soirée, donc c'était très très sympa. Alors oui, pour les curieux et les curieuses, il était plus petit que moi et ça se voyait. Je pense qu'il m'a plutôt dit 1m70, mais qu'il faisait plutôt 1m69. Mais en fait, sincèrement... je l'ai complètement oublié. J'ai complètement oublié ce détail à partir du moment où on a discuté. Il me montrait toutes les facettes de sa personnalité, il me montrait comment il pouvait discuter avec les gens, comment il se comportait, comment il était. Il m'a vraiment montré sa personnalité et c'est ça que j'ai aimé. Et en fait, on voit que la taille, c'est qu'un détail. D'ailleurs, taille, détail. Mais on voit en fait à ce moment-là que c'est vraiment pas important. Alors oui, ça me fait bizarre parce que je fais 1m76 et que j'ai pas l'habitude des garçons plus petits que moi. Ça me fait bizarre, mais ça veut pas dire que j'y fais forcément attention parce que j'ai complètement oublié ce détail et je me sentais tellement bien avec lui que qu'il fasse 1m69 ou 1m90, j'en avais rien à faire. Il est très touchant. Sans vous donner de détails, il est très touchant et il a même pas peur de se livrer au premier date et je trouve que c'est très bien sans forcément montrer toutes ses facettes, toutes ses faiblesses dès la première approche, mais c'est bien de montrer un peu une petite part d'ombre à l'autre. Je trouve que c'est un beau geste et lui, il n'a pas hésité, donc j'ai beaucoup aimé. Franchement, j'ai aimé. J'ai reçu aussi du coup dernièrement des centaines de messages de jeunes filles qui me demandaient si c'était gênant, est-ce que ça gâchait quelque chose le fait qu'il soit plus petit. Et en fait, les filles, j'ai juste une chose à vous dire, c'est foncez et ne vous arrêtez pas à la taille, parce que en fait, la taille, c'est qu'un détail. Non mais plus sérieusement, c'est juste pour vous dire que en fait, on s'en fiche. Le plus important, c'est vraiment ce qu'il a dans la tête et c'est comment il se comporte avec vous, ce qui peut vous transmettre et le feeling que vous avez tous les deux. Ça serait vraiment bête en fait de passer à côté d'une belle histoire d'amour juste pour quelques centimètres de moins ou de plus, hein, bien sûr. Mais il faut vraiment pas en fait s'arrêter à ça. Il faut essayer d'aller plus loin. Donc je sais que pour certaines personnes, c'est plus difficile que d'autres, mais sincèrement, foncez. J'ai qu'une chose à vous dire, c'est foncez parce que moi, j'ai été très contente de ce date et je le referai volontiers. Donc, foncez. Ah, et au fait, je me suis tapé la honte. Mais la honte de ma vie, les gars. Je me suis littéralement cassé la figure devant ce jeune homme et je pense qu'il s'en rappellera toute sa vie. Vraiment, il s'en rappellera toute sa vie. J'ai clairement trébuché et je suis tombée sur la route devant lui. Il s'est tapé le plus gros fou rire de sa vie. Donc voilà, sachez qu'il n'y a pas plus gênant que ça. Donc foncez. Bisous. Donner et créer, c'est le vrai amour. Pas recevoir. Recevoir, ce n'est rien. Bon. Qu'est-ce que vous en pensez de cette vidéo? Je ferai part de mon sentiment après vous. Je m'attends à vos commentaires, je sais à quoi m'attendre. Vous allez voir que ma réponse est certainement contre-intuitive. On va dire exceptionnelle par rapport à ce que je dis habituellement sur ma chaîne. Alors Aldarov a dit « Je crois que le gars doit être 8 sur 10 de 1m73. » Titi Fakir a dit « Moi je dirais qu'il est peut-être une. » Sukuna a dit « Elle est assez vague et abstraite dans son story time, je pense que c'est fake. » Alors, globalement, il y a Aldarov et Titi Fakir qui disent que le mec doit certainement compenser son 1m70 par de la thune ou un très beau visage. Alors, moi je dirais que c'est une des hypothèses possibles.
une des hypothèses possibles. Ça peut être un mec qui compense sa taille par un autre paramètre génétique qui est très bien doté sur un autre paramètre génétique. Par exemple, un très beau visage ou soit une intelligence exceptionnelle qui le rend super riche. Mais moi, ce qui m'intrigue dans cette vidéo, c'est qu'elle n'a pas du tout dit que le mec était beau en fait. Elle ne me pas l'air d'une meuf qui parle de lui avec admiration. Moi, j'ai plutôt l'impression, et ça existe ce genre de cas, c'est des couples où la meuf a vraiment ce qu'on appelle le syndrome de l'infirmière, quoi. Parce qu'elle raconte, il avait l'air touchant, il se livrait sur des faiblesses, des choses comme ça. Je ne saurais pas vous dire dans quelle proportion dans la population générale on trouve ce genre de couple. On n'a pas de statistiques là-dessus, mais ce genre de couple existe. Je vais vous l'illustrer par un exemple avec une célébrité. Je vais vous montrer son article à Wikipédia. Une seconde. Bon alors, attendez, je vais essayer de centrer ça. Voilà, Laure Sinclair, c'est une ancienne actrice porno française qui cartonnait dans les années 2000. Elle est très très belle. Si vous voulez, elle était quasiment aussi célèbre que Claire Morgan, quoi. C'est juste la dernière ligne que je veux que vous lisez. C'est une meuf qui est maintenant à la retraite, d'un point de vue carrière X, et maintenant elle vit avec un homme handicapé avec lequel elle n'a pas de relation intime. C'est un peu ce que certains appellent le syndrome de l'infirmière. Des meufs qui se mettent en couple pour du court et long terme avec des hommes pour qui elles ont, on pourrait dire, de la pitié même. Qui ne sont pas forcément beaux, pas forcément grands, pas forcément riches, mais pour qui elles ont, je pense que ce qui décrit le mieux, c'est vraiment un instinct maternel presque, quoi. Un instinct maternel. Comme j'ai dit tout à l'heure, je ne saurais pas dire combien de couples se forment sur ce genre de sentiments qui ne sont pas basés sur l'admiration, le désir de quelqu'un, d'un homme que certains disent supérieur, mais basés sur vraiment de la compassion, de l'instinct maternel, quoi. Ce genre de couple existe, vraiment. Ce genre de couple existe. Mais je ne saurais pas dire ça représente combien de pourcents sur 100 couples par exemple, je ne saurais pas dire. Mais je pense que c'est une minorité. C'est certainement moins fréquent que les couples où la meuf admire le mec parce qu'il est grand, il est beau, il est riche, etc. Ce genre de couple existe. Ce genre de couple existe. Ça peut être l'une des raisons derrière des couples mal assortis qu'on voit dans la rue. Ce qu'on voit dans la rue, ça peut être plein de raisons, mais les couples où la meuf a une espèce d'instinct maternel, ça existe aussi. Ça existe aussi. À vous de voir si vous voulez trouver une meuf qui a un instinct maternel pour vous. Je ne pense pas que ce soit très fréquent. Je ne pense pas que ce soit très fréquent. Je dirais qu'il faut mieux ne pas trop compter là-dessus, quoi. Mais ça existe, mais ça existe. Aldorf a dit, est-ce que l'instinct maternel existe vraiment? Oui, oui, ça existe. Les femmes s'attachent beaucoup plus aux enfants que les hommes. En moyenne, en moyenne. Les femmes aussi sont très tournées vers tout ce qui est humanitaire, caritatif. En moyenne, en moyenne. Les femmes aiment bien s'occuper des enfants, des vieux, des handicapés. C'est un truc qu'on trouve en moyenne plus chez les femmes que chez les hommes. Cryodo a dit, la plupart veulent l'instinct maternel avec un mec BG de 1m80. Évidemment, évidemment, évidemment. Elles veulent un mec qui ressemble à Christian Grey, mais qui a eu des traumas d'enfance, des choses comme ça existe aussi, ça existe aussi. Des traumas d'enfance qui sont un peu timides, ce qui rend accessible. Évidemment, ça aussi, ça existe. C'est un peu comme des mecs qui veulent d'une meuf super belle, mais qui sont aussi fans de manga, de jeux vidéo, qui sont introvertis, vous voyez. Parce que ça la rend plus accessible. Tu fais regarder, je suis un homme, mais j'ai des fêlures. Oui, j'ai des faiblesses, j'ai des points faibles, etc. Tous les hommes aimeraient une meuf super belle comme Miranda Kerr, mais qui aime les jeux vidéo, vous voyez. C'est la même chose, quoi. Un peu comme Vegeta Bulma, a dit Aldarov, effectivement, effectivement. Vegeta est un prince, un génie du combat. Il a une bonne génétique au combat. Évidemment, pas autant que Son Goku, mais c'est aussi un mec super doué. Et qui est traumatisé, quoi. Qui est un peu petit. Ça peut être un défaut qui le rend attendrissant. Qui le rend plus accessible. En fait, voilà, il a du charme. En général, lorsque un homme ou une femme dit qu'une personne a du charme, ça veut souvent dire que la personne dont elle dit qu'elle a du charme, c'est souvent une personne qui a 90% de qualité et 10% de défaut, vous voyez. Un défaut parmi plein de qualités. C'est souvent ça que les gens justifient par ce qu'ils appellent le charme. Titi Vacardi, Vegeta c'est un Algérien, il a migré sur Terre et il a chopé la bonasse 10 sur 10 pour les papiers. Ouais, peut-être, ouais. C'est une bonne génétique extraterrestre, ouais. Cryodaddy sur TikTok, elle parle que de ça en ce moment, du charme. Ouais. En général, le charme, c'est un défaut qu'elle tolère parmi plein d'autres qualités qu'on trouve chez les beaux gosses ou chez des mecs puissants, quoi. Il est beau, il est grand, il est riche, mais son charme, c'est d'avoir, je ne sais pas, un diastème au niveau des dents. Ou il a un nez un peu bizarre. Mais ça fait son charme. C'est un défaut parmi plein de qualités. Son charme, c'est qu'il est timide, vous voyez.
ou qu'il aime les comics, les bandes dessinées. C'est un geek. C'est ça qui fait son charme. Allez, c'est tout ce que j'avais à dire sur cette vidéo. Qu'est-ce que vous en pensez? On ne saura jamais si le mec dont parle la meuf dans la vidéo est beau et riche, etc. Ce qui compense son 1m70, ou si c'est à cause de ce qu'on appelle le syndrome de l'infirmière, l'instinct maternel. On ne saura pas, on ne saura pas. Mais je pense que les deux hypothèses sont possibles. Qu'est-ce que vous en pensez? On va passer à la vidéo suivante, la dernière. Ensuite, on va lire un article, ok? Ou soit on lit l'article tout de suite. Est-ce que ça vous va? Et on en reste là ce soir. Attendez, je vais vous mettre l'article. Ah, effectivement. Très bonne remarque de Sukuna. Ils se sont rencontrés en ligne, donc déjà, il est très probable qu'il ait une belle gueule. Effectivement, effectivement. Très bonne déduction de Sukuna. Effectivement. Maintenant que tu dis ça, j'ai tendance à abandonner mon hypothèse de l'instinct maternel. Enfin, ce qu'elle dit dans cette vidéo, lorsqu'elle parle de ses faiblesses, ça peut être un défaut parmi plein de qualités, vous voyez, qui lui ont permis de matcher avec elle. Parce que la meuf de la vidéo, c'est une jolie meuf, hein, je trouve. C'est une jolie meuf. Ah aussi, je tenais à dire un truc. La meuf, elle fait 1m76. La meuf, elle fait 1m76. 1m76, c'est à peu près, en France, c'est à peu près plus 2 écarts types pour une meuf. 2 écarts types pour une meuf. Hein. L'équivalent d'une meuf qui fait 1m76, c'est un mec qui fait 1m90. Pour information, pour information. On remarque souvent que les meufs, je n'ai pas de statistiques là-dessus. C'est, je dirais, empirique, les observations. J'ai l'impression que les meufs grandes sont moins à cheval sur la taille que les meufs très petites. C'est ce que j'ai remarqué. Peut-être que le fait d'être grande fait qu'elles sont programmées à considérer que son enfant, sa taille à elle, peut compenser l'éventuelle petite taille de son partenaire. C'est une hypothèse que je fais comme ça. Peut-être que c'est programmé génétiquement. Le fait que les meufs grandes sont moins à cheval sur la taille qu'une meuf qui fait par exemple 1m50. Une meuf qui fait 1m50, elle doit se caser avec un mec très très grand pour que la moyenne de leur taille puisse donner un mec qui ne soit pas trop petit, vous voyez. Titi Faka a dit, de mon expérience, les meufs grandes abandonnent un peu l'idée de la taille car elles savent que ça élimine trop de candidats. Peut-être aussi. On n'a pas de statistiques là-dessus, mais c'est aussi une hypothèse qui se tient. Mais je dirais, j'ai l'impression que j'ai entendu plus d'histoires de meufs grandes qui sortent avec des mecs petits, entre guillemets, de seulement 1m70 que de meufs petites qui accepteraient des mecs de 1m70. C'est une impression que j'ai. Donc peut-être qu'elle se dit que elle qui fait 1m76 et qui est l'équivalent d'un homme à 1m90, elle pourra compenser pour son gosse l'éventuelle, entre guillemets, petite taille de 1m70 de ce mec avec qui elle a matché. Donc imaginez le gosse qui résulte d'un mec qui fait 1m70 et d'une meuf qui a l'équivalent d'un mec qui fait plus d'1m85. Ça donne un gosse qui ferait plus d'1m75, ouais. Donc qui a une taille bien. Titi Fakir a dit « Je connaissais une belle fille de 1m87. » Oh putain, 1m87 pour une meuf, c'est 3 écarts types là. L'équivalent de 3 écarts types pour les mecs, c'est 1m97 je crois, un truc comme ça. 1m97. C'est très très rare, c'est très très rare. Et elle a complètement abandonné l'idée d'un mec de 1m90 et plus. Elle disait qu'elle intimidait trop de mecs pour premier date. Bah 1m87, elle intimide tous les mecs. 1m90 pour les hommes, c'est 2 écarts types. Ça correspond à 1m75 chez les meufs à peu près. Un mec de 1m90 et une meuf de 1m75, c'est bien assorti. Statistiquement, c'est à peu près au même niveau de distribution. Oui, Titi Faka a dit « Je fais 1m94 et je la trouvais trop grande à côté de moi. » Évidemment, évidemment. 1m87, tu pourrais faire 2 mètres. Tu vois très bien qu'une meuf de 1m87, c'est exceptionnellement rare, quoi. Tout simplement. Que tu fasses 2 mètres ou 3 mètres, c'est un spécimen rare, voilà. C'est un spécimen rare pour les hommes de toutes les tailles. Voilà, voilà. On va passer à l'article Dating Fatigue. Ok. Ah, je tenais aussi à dire un truc. Les femmes qui sont prêtes à se caser avec des mecs par instinct maternel, ça ne veut pas dire qu'elles ne désirent pas les mecs qui sont grands, qui sont beaux, qui sont riches. Je dirais que c'est le genre de femmes qui aiment plusieurs types d'hommes, mais pour lesquels elles peuvent ressentir des types de sentiments différents, qui pourraient les amener à se caser. Donc si vous vous casez avec une meuf qui se case avec vous par instinct maternel, ça ne veut pas dire qu'elle ne désirera pas des mecs qui sont prisés à côté. Je ne dis pas ça pour vous décourager, mais je vous dis juste ce qui est vrai. Voilà. Effectivement, Sukuna a bien résumé être en couple avec le patient et le tromper avec le bien portant. Ça existe aussi, ça existe aussi. Je connais des meufs qui sont comme ça, mais j'en dirai pas plus. Bon alors, il y a 2 mois à peu près, depuis 2 mois, je reçois beaucoup de commentaires
m'envoyant des articles sur un phénomène qui s'appelle le dating fatigue. Aussi parce qu'il y a un youtubeur, l'Observateur, qui a fait une vidéo là-dessus et qui se base dans les grandes lignes sur ce qui est dit dans cet article. On va le lire, ok? Je vais vous le lire d'abord et on va en parler. C'était horrible, ces jeunes ont déserté les applications de rencontres. En 3 ans, Tinder, leader des applications de rencontres, a vu une baisse d'environ 20 millions d'utilisateurs. Lassitude du swipe, déception ou recherche de romantisme, zoom sur les réseaux qui poussent ces jeunes à revenir aux méthodes de drague traditionnelles. Ok. Au pic de mon activité, j'ai eu jusqu'à 5 applications de rencontres en même temps, avoue Vincent. Le jeune homme de 25 ans ose même un parallèle entre ces applications et celles qu'on peut utiliser pour faire ses courses en ligne. Ça demande moins d'efforts, on reste chez soi sans avoir à quitter notre zone de confort. Mais tout ça, c'est du passé. En couple exclusif depuis quelques mois, Vincent a finalement décidé de franchir le pas et de supprimer toutes les applications de son smartphone. Une décision mûrement réfléchie depuis quelques temps déjà. Bon, déjà, on va s'arrêter là. Là, le mec, il ne supprime pas, non pas parce qu'il en a marre des applications de rencontres. Il peut en avoir marre, mais c'est surtout, il a trouvé une meuf qu'il considère comme suffisante pour se dire « Bon, je ne ressens pas la nécessité de chercher mieux. » Donc là, la principale raison pour laquelle il a quitté les applications de rencontres, je ne pense pas que ce soit la dating fatigue. Là, je pense surtout c'est parce qu'il a trouvé une meuf qu'il considère comme suffisamment bien. Et peut-être qu'il a trouvé sur les applications de rencontres. On ne saura pas. Ok? Donc là, parler de dating fatigue, je trouve que c'est un peu trop s'avancer, quoi. Pour le cas de Vincent, là. Allez, on continue. Pour Véronique Cohn, psychologue spécialiste des relations amoureuses. Ok. Depuis plusieurs années. Peut-être qu'elle est spécialiste comme Léo des Philogines, je ne sais pas. Ils sont tous les deux psychologues. Apparemment. Le grand mal des applications de rencontres a été de vendre du rêve aux utilisateurs, en leur faisant croire qu'ils allaient trouver l'amour facilement et tout de suite. Qu'est-ce que ça veut dire trouver l'amour déjà? Qu'est-ce que c'est que l'amour? À part se dire « je ne peux pas trouver mieux ». Voilà. Évidemment que les applications font qu'on a plus de mal à se satisfaire de ce qui nous est accessible. Moi je pense que Tinder permet de multiplier les opportunités, mais ce n'est pas ça qui t'empêche de trouver l'amour, quoi. Enfin si, un petit peu. Mais c'est peut-être le fait de se dire consciemment « il faut que j'apprenne à me satisfaire de ce qui m'est accessible ». Évidemment que Tinder rend cette introspection, réflexion plus difficile à avoir, évidemment. Mais c'est quand même la réflexion qu'il faut finir par avoir pour trouver l'amour, je pense. C'est savoir se satisfaire de ce qui nous est accessible. Et c'est vrai pour tout, hein, c'est pas que pour les relations amoureuses. Hein. Allez, on continue. Alors forcément, le fantasme se retrouve confronté à la réalité du swipe en boucle, ça coince. Tinder et compagnie surfent sur la politique de consommation, estime la spécialiste, très critique sur le sujet. Lassés par les dates à répétition, voire noyés sous les matchs, bon nombre d'utilisateurs préfèrent revenir à la vraie vie. Comme les rencontres dans les bars, les restaurants ou dans la vraie vie. Bon alors, déjà, faut se demander, il y a un truc qu'il faut se demander là. Les mecs qui disent préférer revenir à la vraie vie, est-ce qu'ils le font par choix? Est-ce qu'ils le font par choix? Ou est-ce qu'ils sont comme Vincent, ont trouvé quelqu'un d'assez bien, et se sont dit, je n'ai plus besoin d'y aller. Il faut vraiment se demander, ceux qui disent, j'en ai marre de Tinder, est-ce qu'eux ils n'ont pas ce qu'on appelle le bug Tinder? Voilà. Moi je dirais qu'une fille qui se dit, j'en ai marre des applications, je trouve que sa parole a plus de poids qu'un mec qui dit, j'en ai marre des applications, vous voyez. Il faut déjà voir la gueule de ceux qui disent, j'en ai marre de Tinder. Allez, on continue à lire, la peur de tomber sur un taré. C'est le cas de Léa qui s'est éloignée des applications de rencontres depuis plus d'1 an. À l'origine de son choix, des discussions avec d'autres utilisateurs qui tournent mal. 3 fois de suite, après 30 minutes de discussion, des hommes m'ont demandé de quelle couleur était la culotte que je portais, c'était horrible. Se souvient-elle. Alors que l'étudiante de 24 ans cherche une relation respectueuse et sérieuse. Elle n'ose plus se rendre aux propositions de rendez-vous par peur de tomber sur un taré. Bon alors, le respect a dit, c'est quoi le thème d'aujourd'hui? Le respect, on a fait une analyse du visage de Mila, on a vu 4 vidéos TikTok, et là on termine le live par cet article sur le dating fatigue. Des gens qui en ont marre des rencontres en ligne. C'est le résumé du stream, et tu arrives à la fin. Titi Fakir a dit, j'ai un BTS chaudronnerie et je renonce à devenir physicien nucléaire. Effectivement. Il faut se demander, ce n'est pas le cas de figure des mecs qui se disent j'en ai marre des applications de rencontres. Voilà, on vient de lire un paragraphe sur Léa qui en a marre des applis parce que sur les applis, il y a des mecs qui lui demandent la couleur de sa culotte. Bon, ok. Moi, je dirais tout simplement que
elle a son attention concentrée sur les mauvais cas. Les mauvais cas. Parce qu'il y a plein de mecs qui parlent de façon tout à fait normale, qui sont respectueux, etc. Qui lui feront la cour de façon correcte. Mais peut-être que elle ne prend pas la peine de matcher avec eux, justement. Elle ne prend pas la peine de matcher avec eux. Et les mecs qui lui demandent la culotte, c'est peut-être des mecs qui sont physiquement désirables, génétiquement désirables, et qui tout simplement n'ont pas envie de perdre du temps. Je ne sais pas. Peut-être qu'il y a plus de mecs respectueux que de mecs tarés, mais qui ne matchent pas avec eux. Je ne sais pas, c'est juste une hypothèse que je formule comme ça. Donc en fait, ce n'est pas une question d'application de rencontre, c'est peut-être qu'elle vise trop haut. Comme dans la réalité, si t'es une meuf et que tu vises un mec qui vaut beaucoup plus que toi, peut-être qu'il va t'emballer. Peut-être qu'il va que te considérer comme un plan cul. Se comporter comme, entre guillemets, un connard. Entre guillemets, je précise bien. Les dynamiques, les rapports de force existent autant sur les applications de rencontre que dans la vraie vie. Donc, ce n'est pas la faute des applications de rencontre. C'est peut-être elle qui vise trop haut. On continue à lire. Éléonore, qui fréquente fréquemment l'application Fruits, la échappée belle. En 2022, alors qu'elle arrive à un point de rendez-vous avec son match, elle constate que l'homme n'est pas celui qu'il prétend être sur les photos. Le trentenaire se cache derrière un abri de bus et attend. Je voyais qu'il était nerveux. J'ai vite compris que plusieurs de ses amis étaient dans une voiture juste à côté. Je ne sais pas ce qu'il me serait arrivé si j'y étais allé. En ghostel encore. Maintenant, je privilégie le hasard de la vie et je suis sûr de l'identité des personnes que je rencontre. Ok. Alors ça arrive. Je ne nie pas que ça n'existe pas. Mais c'est ce qu'on appelle, je dirais, les erreurs de débutants, quoi. C'est aussi valable pour les mecs, quoi. T'es un mec, t'arrives à un rendez-vous Tinder et la meuf, je sais pas, fait 10 kilos de plus, fait 2 poids de moins. Ça existe aussi chez les mecs. Et en fait, lorsque t'as l'expérience des applications de rencontre, tout simplement, tu demandes un profil Instagram, un profil TikTok, pour voir la meuf en vidéo, tout simplement. Je sais pas, vous lui demandez une conversation par visio, voilà, et c'est tout, quoi. 5 minutes avant de fixer un rendez-vous, et c'est réglé. Voilà, juste demander une visio de 5 minutes, et ça permet d'éviter 98% des mauvaises surprises. C'est tout, quoi. Demandez la visio. Aujourd'hui, tout le monde communique par Insta, par TikTok, par Snapchat. La visio, c'est rentré dans les mœurs, quoi. Donc là, c'est une erreur de débutant, quoi. Les gens, on va dire, qui ont déjà eu 2-3 rendez-vous Tinder, savent très bien qu'il faut un petit peu enquêter, entre guillemets, sur ces autres réseaux, quoi. Snapchat, Instagram, TikTok. Tu vois que l'autre a plein d'amis sur d'autres réseaux sociaux. Ça réduit tout de suite les chances que ce soit un mec chelou, quoi. Le respect a dit, tu serais capable de faire de la drague de rue dans une vidéo comme Road to Condor? Franchement, non. Non. Moi, dans ma vie, c'est plutôt la drague par cercles sociaux ou par application de rencontre. Mais pas drague de rue pour moi. Ça demande certainement une certaine audace. Je ne dis pas. Et j'admire ceux qui font de la drague de rue pour ça. C'est mon avis sur la drague de rue. Mais j'encourage ceux qui n'ont pas d'autre solution pour rencontrer le sexe opposé. Et aussi, visez juste, quoi, pour ne pas vous faire accuser d'harcèlement de rue. Allez, on continue. Donc pour l'instant, moi je ne vois aucune raison valable au Tinder fatigue de ce qu'on a lu d'article, ok? Moi je vois juste une meuf qui vise trop haut, un mec qui arrête parce qu'il est en couple, une meuf qui est un peu débutante. Ça arrive. Je ne dis pas qu'elle est fautive, mais ça fait partie du parcours d'apprentissage sur Tinder. Par exemple, le fait de, comme je l'ai dit, de demander une visio ou d'autres réseaux sociaux, c'est un truc que normalement tu arrives à cette conclusion après le premier date raté, quoi. Normalement, c'est une précaution que tu prends forcément pour ton deuxième date Tinder. Pour moi, c'est une erreur de débutant. Aujourd'hui, tout le monde parle par visio, quoi. Ça n'a rien d'exceptionnel, quoi. Allez, on continue à lire. À la suite de la condamnation du V de Tinder, Salim Berrada, en mars, Justine a décidé d'arrêter les rencontres sur Internet. Elle qui, pourtant, déclinait chaque invitation au domicile des hommes avec qui elle discutait. Ne se sentait plus en sécurité chez elle. J'ai reçu tellement de photos d'adultes, sans rien demander, que je ne peux pas la compter. Ceux des hôtels. Bon, je pense que l'actualité du mec, du V sur Tinder, c'est juste un prétexte. Je pense qu'elle a voulu arrêter Tinder pour plein d'autres raisons. Je pense juste que c'est un prétexte en plus. Allez, on continue à lire. Des applications pour booster l'ego. L'un des points forts de ces plateformes est qu'on peut y aller tout le temps, partout. Il suffit de dégainer son smartphone et de glisser son pouce vers la droite. Si on aime le profil, ou vers la gauche si on ne l'aime pas. Et puis, c'est aussi beau pour la confiance en soi. On se dit qu'on plaît aux gens, explique Léa. Parfois, quand j'ai installé Tinder après quelques mois d'utilisation, j'avais 400 matchs, je me suis rendu compte que j'allais sur les applis pour booster mon ego. Oui, ça aide à booster son ego, oui. D'avoir plein de likes, de matchs.
Un phénomène bien connu par la psychologue Véronique Cohn, selon qui le marketing des applications de rencontres a énormément joué sur les utilisateurs. Voir des profils en masse, c'est forcément attractif pour l'utilisateur. Ça lui fait croire que la meilleure manière de rencontrer quelqu'un est par ses applis, puisqu'il offre un choix de profil plus large que dans la vraie vie. Estime-t-elle. Fin février 2024, le groupe Match, c'est-à-dire Tinder mythique Hinge, a même été poursuivi en justice aux États-Unis par plusieurs personnes, accusant le modèle utilisé d'éroder la capacité de l'utilisateur à décrocher. Serait-ce donc un comble, une relation d'amour toxique entre les utilisateurs et les applications de rencontre? Bon, c'est la fin de l'article. Bon, en fait, moi je pense qu'il faudrait juste mettre un avertissement sur les applications de rencontre. Vous aurez plus de choix, mais vous aurez plus de mal à vous satisfaire de ce qui vous est accessible que si vous ne connaissiez pas les applications de rencontre. C'est tout. Vous aurez plus de mal à vous satisfaire de ce à quoi vous arriveriez à vous satisfaire si vous ne connaissiez pas les réseaux sociaux. Je pense que c'est le seul avertissement à donner à quelqu'un qui débarque sur les applications de rencontre. Et aussi, évidemment, de ce que j'ai dit tout à l'heure, de demander les autres réseaux sociaux et de demander une conversation visio avant de fixer un rendez-vous. Tu fais ça, tu réduis de 98% les risques de mauvaises surprises. C'est des erreurs d'un débutant, quoi, c'est tout, quoi. Tous ceux qui ont déjà eu 2-3 dates Tinder savent ces précautions qu'il faut prendre. C'est tout, quoi. Et aussi, j'aimerais revenir à l'information qui était en début d'article. Attendez, je vous la remets. Voilà. Cette information que j'ai mis en surbrillance, là, et qui a été l'objet de la vidéo de l'Observateur. En fait, moi, je pense que les applications Tinder et similaires, ce sont juste quelques arbres qui cachent la forêt, quoi. Parce que je vais vous donner une autre infographie. Voilà, cette infographie-là, qui dit que les rencontres qui ont démarré en ligne sur Internet, j'ai pas dit sur Tinder, voilà, je précise bien, sur Internet, ne font qu'augmenter, quoi. Et qui ont dépassé les 60%, vous voyez. Les rencontres par Internet. Donc Tinder, c'est un arbre qui cache la forêt, quoi. Tinder, c'est une application de rencontre parmi des applications de rencontre non officielles que sont Facebook, Instagram, TikTok, Snapchat. Et même des trucs comme Le Bon Coin, Couchsurfing, YouTube. Tout ça, ce sont des applications de rencontre officieuses, mais dont le positionnement marketing n'est pas d'être exclusivement une application de rencontre. Tinder qui perd des utilisateurs, pour moi, c'est exactement la même chose que de dire que MSN perd des utilisateurs ou Facebook perd des utilisateurs. Mais si on prend du recul, on voit que tous les réseaux sociaux cumulés, c'est-à-dire Instagram, TikTok, Snapchat, Tenten, le nouveau truc pour les ados là, dans l'ensemble, il y a de plus en plus de gens qui ouvrent des comptes sur les réseaux sociaux et qui se traduit par la courbe rouge que vous avez devant les yeux là. Dire qu'il y a un dating fatigue parce qu'il y a un article sur internet qui dit que Tinder perd 20 millions d'utilisateurs depuis 3 ans, c'est comme dire que MSN perd des utilisateurs, quoi. Ça veut rien dire, quoi. C'est MSN qui perd des utilisateurs au profit de plein d'autres réseaux sociaux qui explosent. Les cas de figure qu'on a lus dans l'article là, il n'y a pas de statistiques là-dessus en fait. La courbe que je viens de vous donner là, que vous avez sous les yeux, ce sont les couples qui se forment grâce à Internet. Ces gens qui ont trouvé leur compagnon de vie, ils se sont mis en couple grâce à Internet. Ils ont certainement fait plusieurs dates avant de trouver le bon. Et peut-être qu'ils ont eu les mêmes mésaventures dont parlaient les meufs dans l'article, quoi. Par exemple, des mecs qui m'ont envoyé des photos de leur tub. Ou des mecs qui ne ressemblaient pas à leurs photos. Mais ils ont quand même persisté. Ils ont peut-être, à partir de ces mauvaises expériences, pris des précautions, comme je l'ai dit tout à l'heure. C'est-à-dire demander d'autres réseaux sociaux, demander à faire des visios avant de fixer un rendez-vous. Et grâce à cette expérience, des applications de rencontres, ils ont réussi à trouver le bon et ils se sont mis en couple. Comme plus de 60% des couples qui se sont formés en 2021 aux States. Moi je dis qu'avoir 2-3 mésaventures, mais trouver une personne à qui on accepte de se mettre en couple, après 2-3 mésaventures sur ces applications de rencontres, ça en vaut la peine, quoi. C'est un passage obligatoire qui permet d'avoir l'expérience de prendre quelques précautions pour faire un bon date Tinder. C'est tout, quoi. Prenez 2-3 précautions super simples sur Tinder et vous réduisez de 98% les risques de mauvaises surprises. Et donc, ça aboutit à 60% des couples qui se forment grâce à Internet. Tinder, c'est un arbre qui cache la forêt, quoi. Des dizaines de réseaux sociaux qui permettent de faire des rencontres. Ça ne m'étonnerait pas si on apprenait que plus de couples se forment grâce à Instagram que grâce à Tinder. Plus de couples se sont formés grâce à Facebook que grâce à Tinder. Bon, ça ne m'étonnerait pas s'il y avait des statistiques là-dessus qui disaient ça.
Tinder, c'est un réseau social parmi tant d'autres, qui, d'un point de vue marketing, s'est spécialisé sur les rencontres amoureuses, contrairement à Facebook, Instagram. Mais Facebook et Instagram, ce sont des applications de rencontres, officieusement. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire sur le sujet du dating fatigue. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce qu'on en reste là pour ce soir? Moi, je fais cette vidéo parce qu'il y en avait beaucoup qui m'ont envoyé cet article et la vidéo de l'Observateur. Voilà, je pense qu'on ne doit pas conclure d'un quelconque phénomène qui s'appellerait dating fatigue juste parce que Tinder perd 20 millions d'utilisateurs. Alors, je conçois bien que, parce que Internet permet au fait que les hommes et les femmes ont plus d'êtres humains qui leur passent devant les yeux, on a plus du mal à se satisfaire de ce qui nous est accessible. Ça, je conçois très bien. Mais aujourd'hui, plus de 2 tiers des couples se forment grâce à Internet, quoi. Et je ne parle même pas des plans cul, des baises. Donc le Tinder fatigue, bof, quoi. La statistique de Tinder qui perd 20 millions d'utilisateurs, c'est une goutte d'eau comparativement au graphique que vous avez devant les yeux là. Tinder, c'est une goutte d'eau par rapport à Instagram, par rapport à TikTok. Voilà, qu'est-ce que vous avez dit en commentaire? Attendez voir. Sukuna a dit, j'approuve, j'ai essayé de draguer une meuf à la médiathèque, c'était gênant le fou, il y avait 0 ouverture. T'aurais pu lui demander l'heure ou un truc comme ça, je ne sais pas. Une approche à froid pour un lambda assez cuit. Ça dépend de ce que tu veux et ça dépend de la meuf que tu abordes. Le respect est écrit. Moi, je pense que la draguer est dehors et les meufs doivent un peu entraîner leurs signes. Eye contact, langage corporel. Peut-être. Peut-être qu'elles expriment ces signes, mais avec d'autres mecs. Je ne dis pas ça méchamment, je ne sais pas. Sukuna a dit bientôt des rencontres sur LinkedIn. Mais je parie qu'il y en a déjà eu des rencontres sur LinkedIn. Moi, je pense que c'est pas dating fatigue. Moi, je pense plutôt que c'est fatigue du fait que les mecs que je désire ne me désirent pas autant. C'est tout. Fatigue des conséquences de viser trop haut, vous voyez. C'est ça en fait, le dating fatigue. Bon, c'est tout ce que j'ai à dire sur cet article. Ça fait 1h40 qu'on est là. Est-ce qu'on en reste là? Depuis que je change de format, depuis que je fusionne sur la chaîne beauté là, je pense qu'on peut faire un live comme ça toutes les 2 semaines, je pense. Toutes les 2-3 semaines. Et un live sur des sujets plus généralistes pour l'autre chaîne, en alternant avec des sujets drague et séduction. Bon, c'est tout ce que j'avais à vous dire ce soir. Merci pour votre attention et votre temps. Merci d'avoir participé dans le live. À Le Respect, Sukuna 455, Titi Fakir, Aldarov, Cryodo et tous les autres qui ont écouté en silence, sans commenter. Merci à vous. Je vous souhaite bonne soirée et bonne nuit. Kwakubé, Apanyang, j'espère que vous allez compter. Allez, à plus. Kwakubé!